Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui une personnalité des relations entre l'Occident et la Russie. Il s'agit de Tatiana Kastoueva-Jean, qui est directrice à l'IFRI. Elle est exactement directrice du Centre Russie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, je ne sais pas si c'est un jour historique, le mot est un peu galvaudé maintenant, mais c'est le jour où le nouveau président américain, Joe Biden, rencontre son homologue russe, Vladimir Poutine. C'est un sommet sur lequel on s'interroge, beaucoup d'idées circulent. Est-ce que, à votre avis, cela va déboucher sur des choses concrètes? Est-ce que ça peut contribuer à améliorer les relations entre la Russie et les États-Unis qui sont vraiment très mauvaises? Je pense que c'est un jour important et justement parce que les relations sont extrêmement dégradées et cet état assez imprévisible amène les deux présidents à vouloir justement rétablir cette prévisibilité. Ils se connaissent déjà, ils se sont vus. Ce n'est pas la première fois, c'est pas comme la rencontre Poutine-Trump, où Trump était complètement dans la séduction et en même temps très sûr de lui, il pensait mettre Poutine très rapidement dans sa poche. Biden sait très bien à quoi s'attendre. Je crois que sa première visite à Russie remonte à 1973. Et il était à l'époque très impliqué dans la négociation sur les armements stratégiques. Et c'est un point important, en fait, qui façonne encore la personnalité de Biden. Il a un peu deux facettes. D'une part, l'expérience de la guerre froide et l'importance des négociations stratégiques en matière d'armes nucléaires, de stabilité stratégique entre les deux pays, comme vraiment la pierre angulaire de la stabilité dans le monde. Et en même temps, il était dans l'équipe Obama, il était vice-président à l'époque. Donc, il œuvrait au redémarrage des relations entre la Russie et les États-Unis. Mais à l'époque, le président, c'était Dmitri Medvedev. Donc, en effet, on pouvait nourrir certains espoirs, peut-être certaines illusions au sujet de cette Russie qu'on pouvait arrimer de nouveau à l'Occident et à l'Europe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les deux présidents peuvent s'entendre, notamment les armes stratégiques. Et ça, Biden avait fait déjà des ouvertures tout de suite après l'entrée en fonction. Il a accepté la prolongation du traité New START. Donc ça a montré aux Russes l'importance qu'il attachait au sujet. Mais il y a toute une série d'autres sujets sur lesquels les avancées sont difficiles. Mais déjà, si les deux pays commencent à parler, lancent ces négociations stratégiques, c'est bien. Il y a aussi aujourd'hui la situation où les appareils diplomatiques fonctionnent vraiment au voile réduit. Il n'y a pas d'ambassadeurs dans les pays respectifs. Donc déjà, s'il y a le rétablissement de tout cela, ce sera un très bon point pour ce sommet. Parlez-nous de votre perception de la personnalité du président Poutine. C'est quand même un être dont on parle beaucoup, mais qui est-il réellement? On est déstabilisé dans sa compréhension parce que d'un côté, il a un visage, quand il s'exprime dans ses conférences de presse interminables, c'est quelqu'un de très urbain, et d'un autre côté, la persécution de l'opposition, de Navalny, tout ça, ça fait penser à un être diabolique. Donc, quelle est la perception que vous en avez? Je pense que vous vous souvenez de la question qui a été posée par une journaliste avant l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, ou plutôt au moment où il est devenu Premier ministre, « Who is Mr. Putin ?» Je ne suis pas certaine que 20 ans plus tard, on a exactement la réponse sur qui est Monsieur Poutine. C'est vrai qu'il y a plusieurs facettes. Je pense que son passé d'un agent du KGB continue à le façonner, qu'il reste très marqué par la chute de l'URSS, par la désintégration de ce grand empire. C'est bien lui qui avait dit cette fameuse phrase « Celui qui ne regrette pas la disparition de l'URSS n'a pas de tête, mais celui qui veut rétablir n'a pas de cœur ». Donc c'est une personnalité qui est complexe. Et aujourd'hui, ce qui joue aussi, c'est 20 ans au pouvoir. C'est un héritage qui est énorme. Je pense qu'il y a à la fois une très grande expérience, un certain cynisme vis-à-vis notamment des Occidentaux, une perception très lucide, et en même temps très probablement l'usure du pouvoir, un certain enfermement dans une bulle où tout paraît menacer son propre pouvoir. Donc ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui en Russie, on sécurise vraiment le régime Poutine, on préserve ses hommes en place, on continue à nettoyer le champ politique de toutes petites pousses d'opposition qui puissent exister, même les plus inoffensifs, dans les dernières semaines, ont dû soit quitter le pays, soit
se retrouve en prison. Donc il y a cette crainte de déstabilisation, un certain nombre de croyances qui sont extrêmement ancrées, notamment en fait que l'Occident souhaite changer les régimes dans les pays, les anciennes républiques soviétiques, qui font une sorte de zone tampon entre la Russie et l'Occident, mais aussi en Russie même. Donc c'est difficile de démêler aujourd'hui de ce que Vladimir Poutine s'est imaginé, de la réalité, et on sait peu de choses finalement de ce que l'homme pense vraiment. Il donne de temps en temps des phrases qui permettent de palper. Par exemple, j'ai plus personne à parler dans le monde. Il avait dit ça à un moment. Il accorde beaucoup d'attention à soigner la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en Russie, mais dans une version assez particulière où certaines choses, comme le pacte Molotov-Ribbentrop, sont complètement balayées de cette mémoire historique. Donc complexe, parfois assez contradictoire. On a quand même une vision économique, par exemple, où à la fois il y a des éléments de l'économie du marché, de l'économie capitaliste, avec la prédominance des grandes entreprises d'État. Comment tout cela se combine, en fait, parfois d'une manière assez contradictoire. On voit bien que le régime tient, le pays tient, c'est stable, mais avec beaucoup de fragilité, et on se pose beaucoup de questions sur la capacité d'avancer, de se moderniser et de se développer. Et des actions quand même qui choquent à l'étranger. Je parle de l'affaire Skripal, de la tentative d'empoisonnement de Navalny, de personnes qui sont détenues en quelque sorte en monnaie d'échange. Est-ce que par exemple vous, qui écrivez beaucoup sur la Russie, est-ce que vous iriez en Russie et sans crainte d'être arrêté ou qu'on vous reproche J'y vais très régulièrement. Oui. J'ai ma famille, mes parents qui sont en Russie. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été embêtée. Je n'y suis pas retournée à cause du Covid, bien évidemment, mais c'est prévu que j'y aille prochainement. Je pense que au niveau de l'expert, je suis assez petite pour Vladimir Poutine. Je ne suis pas Skripal, je ne suis pas Navalny, je ne défie pas son pouvoir. J'essaie de faire une analyse objective et précise de ce qui se passe, que ça plaise ou non. Et parfois, dans la même journée, avec le même discours, on peut se faire traiter d'anti-Poutine et de pro-Poutine. Tout dépend de quel côté du champ politique et idéologique on se trouve. Mais moi, mon rôle à l'IFRI, c'est d'avoir l'analyse la plus objectivée possible. Alors votre analyse objective sur Navalny, est-ce que c'est une menace pour Poutine? Est-ce que c'est une erreur qu'il commet en le persécutant En fait, c'est très difficile de dire. En Russie, nous sommes dans un système politique où Navalny n'a jamais pu se présenter librement, à part septembre 2013, à la mairie de Moscou. Et encore, il n'avait pas l'accès à la télévision à ce moment-là. Il a mené sa campagne à la fois en ligne, via sa chaîne YouTube, et aussi offline, parce qu'il y avait des volontaires qui allaient dans la rue pour discuter avec les gens. Et avec cela, je pense qu'il a créé la surprise d'avoir eu 27% à la mairie pendant cette élection-là. Jamais depuis, il n'a pu participer aux élections. Quand vous n'êtes pas dans un champ libre qui permet de savoir exactement quel est votre score, parce que vous ne pouvez pas faire la campagne, vous ne pouvez pas se présenter à la télévision, comment on peut dire si la personne présente la vraie menace ou pas. Mais à mon avis, Vladimir Poutine, en effet, il a vu la menace dans cette double activité de Navalny qui à la fois dénonce la corruption de l'État russe au plus haut niveau, mais aussi à la fois cherche à mener une carrière politique. Et très concrètement, il avait des ambitions présidentielles. Il aurait souhaité se présenter aux élections de 2018. Il n'a pas été laissé participer. Et à mon avis, 20 ans au pouvoir, Vladimir Poutine a bien nettoyé le champ politique. Comme je disais, il n'y a plus rien qui pousse. Il y avait toujours quand même ce point embêtant, Navalny, avec son vote intelligent, qui appelait à voter pour tout candidat, sauf le candidat du parti au pouvoir Russie Unie, qui émeutait les activistes, qui lâchait des vidéos sur la corruption. Je pense que c'est un point d'irritation chez Vladimir Poutine, qui traduit dans le fait qu'il ne dit jamais le nom de Navalny. Jusqu'à présent, il ne l'a jamais dit. Donc il y a quand même quelque chose de très personnel, quelque chose, le désir de vouloir éradiquer ce point qui résiste en dépit de tout. Et donc, je pense que Navalny ne présentait pas dans le système actuel de menace.
Quand on regarde le sondage, il était au maximum, il était, après l'empoisonnement, à 20% des voix des Russes interrogés qui approuvaient son activité. Donc ce n'est pas avec cela qu'on peut faire quoi que ce soit. Mais de toute façon, la question ne se pose pas parce qu'il n'est pas autorisé, il n'a pas été autorisé depuis 2013 à participer aux élections. On ne peut pas mesurer ni la popularité ni le score qu'on peut faire si on n'a pas les mêmes conditions que les autres candidats. Donc il va rester en prison pour longtemps. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il reste en prison. Et même si cette peine-là arrive à sa fin, très probablement il y aura d'autres affaires qui seront déclenchées. Il y a peut-être aussi le scénario dans lequel il serait échangé comme Mikhail Khodorkovsky ou relâché dans un contexte. Mais bon, aujourd'hui, très honnêtement, j'ai du mal à imaginer un tel contexte. On est loin de 2013 où Mikhail Khodorkovsky, qui était auparavant considéré comme l'opposant numéro 1 au régime avant Navalny, a été relâché. C'était le contexte des Jeux Olympiques à Sochi, avant les événements en Ukraine, avant l'annexion de la Crimée. Donc vraiment très très différent. Donc aujourd'hui, pour Vladimir Poutine, je ne vois pas pourquoi revenir en arrière, pourquoi libérer Navalny. Contre quoi, contre quelle concession occidentale l'échanger. Et puis surtout, en connaissant Navalny, et je pense que Vladimir Poutine l'a bien vu, des signaux ont été envoyés à Navalny, surtout ne revient pas en Russie, il est quand même revenu. En connaissant son côté têtu, à mon avis, il allait le retrouver à nouveau tôt ou tard dans ce champ politique avec telle ou telle idée politique, comment délégitimer le régime Poutine. C'est ça le problème principal que Vladimir Poutine avait avec Alexei Navalny, c'est qu'il mettait des coups en fait dans cet bel édifice bien construit par ailleurs de la stabilité du régime Poutine pour le délégitimer et montrer les failles et les côtés qui ne sont pas très jolis de ce régime. Oui. Vladimir Poutine, qu'attend-il du sommet qui se déroule aujourd'hui au moment où nous enregistrons cette émission, mais qui ne sera diffusée qu'ultérieurement? Plusieurs choses. D'une part, discuter des armements stratégiques, de la stabilité stratégique, c'est l'un des rares points où la Russie est vraiment à égalité avec les États-Unis. Les deux pays détiennent à eux deux plus de 90% de l'arsenal nucléaire. On a un point d'interrogation sur la quantification de ce que détient exactement la Chine, mais bon, les experts nucléaires sont d'accord qu'à 90%, ça se passe entre la Russie et les États-Unis. Donc c'est vraiment le point où la Russie est à égalité, elle est extrêmement importante, etc. Parce que quand vous comparez les sujets économiques, démographiques, technologiques, bien évidemment, cette comparaison n'est pas en faveur de la Russie, de Vladimir Poutine, en dépit de ses 20 ans au pouvoir. Ensuite, je pense qu'il attend aussi à baisser quelque part à ce niveau de conflictualité, de faire comprendre les lignes rouges, ses réactions, si jamais ces lignes rouges sont franchies. Afficher aussi, peut-être ne serait-ce que quelques éléments sur différents dossiers régionaux, comme le deal iranien, comme la question de la Corée du Nord. Je vois moins d'avancées possibles sur les sujets de l'Ukraine ou de la Biélorussie. Pour Vladimir Poutine, comme la stabilité du régime, je pense que le deuxième grand objectif, c'est quand même d'avoir un environnement stable. Et pour Vladimir Poutine, un environnement international stable, c'est l'étranger proche dans lequel les régimes sont amicaux à l'égard de la Russie et ne font pas partie des alliances comme l'OTAN ou, dans une moindre mesure, mais c'est aussi la perception de l'Union européenne a changé, ou de l'Union européenne. Et quelles concessions pourrait-il faire à Joe Biden? On va parler après des concessions que Biden pourrait faire. On voit bien depuis ces temps, en dépit des sanctions, les concessions en fait sont quasi inexistantes. Vladimir Poutine reste sur ses positions, convaincu des raisons et de sa politique qui est la bonne, qui a permis à la Russie de récupérer son rang d'une puissance internationale de première importance.
Donc je n'attends pas vraiment des concessions. Il ne faut pas s'attendre à ce que Vladimir Poutine rende la Crimée ou à cause des sanctions arrête tout ce qui se passe à l'est de l'Ukraine. Non, pas du tout. C'est une occasion d'affirmer ses positions, une fois de plus, de parler d'égal à égal avec Joe Biden, d'entamer quelque chose sur quelques dossiers régionaux, comme je disais. Mais les concessions, je n'y pense guère. On ne reviendra pas à la situation avant 2014. Et à propos de l'Iran, alors, est-ce que là, il y a une possibilité de rapprochement? Tout à fait. Il y a, c'est avec Donald Trump en fait que ce dossier est parti un petit peu en vrille parce que Donald Trump estimait que c'était un mauvais deal, alors que la Russie et le président Obama avaient quand même contribué à conclure à ce deal iranien. Donc je pense que ça, c'est tout à fait un dossier sur lequel les deux pays peuvent afficher la proximité de position et œuvrer à nouveau ensemble au rétablissement de ce deal nucléaire. Est-ce que les rapports entre l'Iran et Moscou sont très clairs? Est-ce qu'on sait exactement si Poutine a une détestation ou plutôt une sorte de soutien à l'Iran? Parce que par exemple en Syrie et dans d'autres régions où l'Iran est actif, soit pas directement, soit par d'autres organismes, est-ce que c'est implicitement accepté par la Russie? D'une manière générale, la Russie mène une politique très intéressante et très habile au Moyen-Orient. Elle arrive à parler même aux pays ou aux entités qui sont de fait les ennemis jurés. Ils défilent tous à Moscou pour avoir la validation de Vladimir Poutine. En pratique, je pense que ce soit avec l'Iran ou avec une autre puissance régionale, la Turquie, il y a aussi des désaccords et des tensions, mais ce qui les rapproche, c'est sur cette combinaison au niveau régional de travailler sur ce conflit. Et l'Iran a joué le rôle de proxy en fait sur place dans le conflit syrien, et il y a aussi la Libye dans laquelle la Russie est impliquée. Donc tout cela, ça fait des combinaisons difficiles. On ne peut pas parler d'une relation absolument limpide, claire, où tout le monde dont tout le monde est complètement satisfait, mais les désaccords ne sont pas étalés. Mais on voit quand même que dans le cadre du processus d'Astana, les parties, les trois puissances régionales, la Russie, la Turquie et l'Iran, n'ont pas réussi à faire avancer le dossier vers le règlement politique comme ils voulaient. Et ça aussi, ça montre qu'il y a quand même des désaccords sur le fond des dossiers, même si c'est assez aplati en apparence. Et en ce qui concerne la Syrie, maintenant, est-ce qu'on peut dire que la Russie a la Syrie sur les bras? Parce qu'il y a la reconstruction, il y a le régime qui est là. La Russie, très clairement, a réussi à sauver le régime Bachar al-Assad, qui était quand même très mal en point juste avant l'intervention militaire russe. La Russie estime aussi, ça c'est le ministre de la Défense russe qui avait dit que par son intervention, la Russie a interrompu la chaîne vicieuse des révolutions de couleur on s'oppose au régime change, que ce soit dans les pays de notre pourtour, les pays un petit peu plus lointains. On ne sait pas ce que ça peut donner, même si le régime est autoritaire, vaut mieux ce régime-là que l'arrivée des islamistes au pouvoir. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important pour la Russie. Maintenant, est-ce que là, elle a suffisamment de ressources pour la reconstruction de la Syrie toute seule, etc., pour obtenir le règlement politique? Très clairement, la Russie ne l'a pas encore démontré. Elle a démontré qu'elle pouvait changer le cours des choses par l'intervention militaire, la victoire militaire, oui. La victoire diplomatique, la reconstruction économique, on va voir. La Russie, la situation de l'économie de la Russie n'est quand même pas très très brillante. Elle n'est pas très brillante, mais elle est quand même très stable. Il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain que l'économie russe s'écroule. On l'avait bien vu au printemps 2020 avec le Covid et avec la combinaison, l'épidémie, le confinement, plus la chute du prix du pétrole, parce qu'au même moment, il y a aussi une autre logique, il y a l'accord OPEP+, qui ne marche pas, donc le prix du pétrole s'écroule.
Et on voit, à ce moment-là, on ne donne pas cher pour l'économie russe. Et pourtant, un an plus tard, on voit bien que l'économie ne s'est pas écroulée. Et même si, là, il y a le Covid très clairement qui reprend en Russie, mais juste avant, il y a encore quelques semaines, les organisations internationales, les agences de notation prédisaient quand même une croissance économique pour le début de 2022 en Russie. La Russie a même réussi, elle a dépensé beaucoup moins pour gérer les conséquences du Covid et elle a injecté moins d'argent dans son économie, ce qui fait qu'elle a pu même augmenter les coussins de sécurité qu'elle a, les réserves de change et aussi son fonds de bien-être national, le fonds souverain. Donc, quand on regarde les chiffres, on voit même que ces coussins de sécurité ont même gonflé. Et je pense que la Russie aura la possibilité de distribuer cet argent si besoin, car il y a les élections parlementaires au mois de septembre. Il y a donc aussi le regain de l'épidémie. Et là, les moyens d'action sur son économie. Elle avait gardé les niches d'excellence héritées de l'époque soviétique. Pour certaines, elle a pu les développer. Moi, pour d'autres, très clairement, elle perd des points pour l'espace, par exemple. Oui. Mais en matière de civil nucléaire ou en matière des marchés d'armement, elle a plutôt gagné des points. Et justement, l'intervention militaire en Syrie fait que ça sert de vitrine aussi pour l'armement. Et tout le monde veut acheter des S-400, y compris la Turquie, qui est quand même le pays membre de l'OTAN. Ouais. Oui, je crois qu'il y a eu des déclarations récentes là-dessus au cours du sommet de l'OTAN. Je ne sais pas exactement où ça en est, si finalement ils vont les mettre en service ou pas. Mais enfin, ça, c'est une autre C'est vrai que question, pour l'instant, ce n'est pas Ouais, utilisé. ouais. Ce n'est pas compatible avec les systèmes de l'OTAN. Je me pose la question dans quelle mesure la Turquie ne l'a pas fait pour négocier mieux derrière avec les États-Unis et dans le cadre de l'OTAN ou d'une manière bilatérale. D'une manière générale, c'est intéressant parce que la Russie, j'ai vraiment l'impression, parfois sert de carte supplémentaire pour différents pays, différents régimes, à jouer pour mieux négocier avec l'Occident ou avec Bruxelles, même au sein de l'Union européenne. On a les pays qui utilisent la carte russe. Souvenons-nous de la Grèce, par exemple, qui, à un moment, étant très mal en point économiquement, a essayé de mieux négocier avec Bruxelles en faisant des ouvertures à la Russie. Et on avait peur que les sanctions européennes qui doivent être reconduites à l'unanimité, qu'ils ne puissent sauter si l'un des membres, en l'occurrence la Grèce, ne vote pas pour la même chose, le même jeu un petit peu avec l'Italie aussi, et avec la Hongrie, avec la Slovaquie. Donc on voit bien, c'est une carte à utiliser. Il y a aussi une carte qui a été magnifiquement jouée, grâce aussi aux circonstances évidemment, c'est celle de Nord Stream, que Angela Merkel et Vladimir Poutine ont réussi finalement à construire en dépit de l'opposition américaine. Un dossier qui est extrêmement compliqué, qui est à la base, en fait, l'Allemagne s'est appliquée à dire c'est un dossier purement économique, il n'y a rien de politique là-dedans. Évidemment qu'il y a quand même cet aspect politique, parce que jusqu'à présent, il y a une grande partie du gaz russe qui va vers l'Europe, qui transite par le territoire ukrainien, même si ce pourcentage a chuté avant le conflit en Ukraine. 80% du gaz russe transité par l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est 40%. La construction de Nord Stream 2 va faire tomber ce chiffre, peut-être pas à zéro, mais 10, 12, 15%, quelque chose comme ça. L'Allemagne, je pense que nourrissait une sorte d'illusion de pouvoir arrimer la Russie à l'Europe via ce billet économique, normaliser le pays par une relation apaisée en matière énergétique. Je pense qu'avec le temps, l'Allemagne a bien vu que les aspects politiques ne peuvent pas être abandonnés. Il y a aussi, on va voir comment vont réagir l'hiver, si jamais ils arrivent au pouvoir au mois de septembre. Car ce projet a la dimension géopolitique, mais il a aussi la dimension qui va quelque peu à l'encontre de Green Deal et ce besoin de neutralité, la volonté de neutralité carbone qui a été affirmée par l'Union européenne, même si pour la période de transition, on a besoin du gaz russe qui reste très compétitif, dont le prix est extrêmement intéressant, moins cher que le LNG américain, par exemple. Et donc l'Allemagne avait en effet
tout intérêt économique à avoir ce gaz russe et de servir par la suite de hub énergétique pour dispatcher ce gaz en Europe. Et aujourd'hui, le projet, il est presque fini. Il reste un petit peu plus de 100 km à construire. Il y avait beaucoup d'aléas, mais on est très proche de la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, récemment, a renoncé d'activer les sanctions sur le Nord Stream, mais ce qui ne doit pas être considéré comme une concession à l'égard de Vladimir Poutine, mais plutôt comme un geste à l'égard de l'Allemagne, qui est l'un des premiers pays partenaires au sein de l'Union européenne sur lequel Biden met l'accent. Et avant son élection, il soulignait l'importance qu'il accordait à la relation transatlantique et aux pays européens. Et donc voilà, ce geste-là en fait partie. Maintenant, le jeu n'est pas terminé. Je disais, les élections des Verts en Allemagne, Biden n'aura peut-être même pas besoin de faire le job et de faire pression sur les Allemands. Les choses vont se faire tout seuls. Ou d'autres solutions seront trouvées, comme le passage de l'hydrogène par le même pipeline, donc l'utilisation quelque peu différente. Merci beaucoup, Tatiana Koussaeva. Vous êtes directrice au Centre Russie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. J'attire l'attention sur vos différentes publications qu'on trouve sur le site de l'IFRI et je vous remercie d'avoir contribué par votre expérience et par vos lumières à la compréhension de ce qui se passe en ce moment à Genève. Merci beaucoup. Merci à vous.